Bien, bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous voir. Vous l'avez compris, la thèse de Mathilde Boruel, eh bien c'est une thèse qui a d'abord nécessité beaucoup de travail, 6 ans en droit, on fait des thèses pendant à peu près 6 ans, et 6 ans où on travaille d'arrache-pied pendant des jours et des jours, des heures, et c'est un travail relativement solitaire. Et l'intérêt du sujet, je trouve, était excessivement actuel. Et Mathilde Boruel a vraiment su percevoir ce qu'il y avait à démontrer. Elle n'a pas pu, évidemment, dans le peu de temps qu'elle avait pour vous expliquer les enjeux de sa thèse, illustrer beaucoup ses propos, mais par exemple, quand elle termine sur les questions de responsabilité, en nous disant, ben oui, le problème, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'action en responsabilité, c'est vrai que les bras nous en tombent, parce qu'on sait qu'il y a énormément de détournements. Vous avez probablement tous vu des émissions de télévision où on aime taper sur le dos de tuteurs ou de curateurs, d'associations tutélaires, en disant « mais ils ont tout détourné, c'est épouvantable, majeur protégé est à la rue, ou presque ». Bon, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'abus, hein, mais les sanctions sont très très rares, finalement. La grande réflexion actuelle, la grande réflexion, c'est comment sortir de ça. Alors, la thèse de Mathilde a été rédigée en 2018 et l'actualité nous a rattrapés, démontrant que sa thèse avait beaucoup d'intérêt, puisque lors de la loi du 23 mars 2019, qui est une loi récente sur la déjudiciarisation, des mesures de tutelle et de curatelle, on a enfin acté la nécessité absolue qu'il y ait un vrai contrôle des comptes, un véritable contrôle. Et dans quelques années, parce que dans la justice, on ne fait pas les choses rapidement, mais dans quelques années, ce sont, pour les fortunes importantes, les professionnels du chiffre qui vont intervenir. Et ça, c'était une des préconisations de Mathilde, qui consistait à dire qu'il fallait arrêter de confier les contrôles des comptes aux juridictions, donc ce qu'on appelle les greffes, qui n'ont absolument pas les compétences et les moyens matériels pour opérer ce contrôle, et puis demander, pour les fortunes importantes, un contrôle par les commissaires aux comptes. Et plusieurs points de la thèse de Mathilde, qui étaient vraiment des points d'actualité, ont été pris en compte, parce que, bien sûr, elle n'a pas été la seule à dénoncer ce qui se passait, mais faire un travail de synthèse était indispensable, et elle l'a fait de très belle manière. Ça a été un plaisir pour moi de diriger la thèse de Mathilde Boruel. C'est une expérience formidable. Est-ce que parmi le public, vous auriez des questions sur l'intervention de Mathilde et autour du sujet abordé sur le droit des majeurs protégés? Du coup, concernant les oppositions d'intérêt et la responsabilité de l'organe de protection, est-ce que le fait par le juge des tutelles de nominer de plus en plus de subrogés, curateurs et subrogés tuteurs, pourrait permettre d'amoindrir ces abus-là dans le temps, le fait d'avoir un contrôle un peu plus renforcé des missions en fait, de l'organe de protection? Vas-y, Mathilde. En fait, ce dont parle Madame Batter, c'est ça en fait le projet. Enfin, alors, la loi, voilà, ça ne rentrera en vigueur, je crois, le 31 décembre 2023. Mais c'est le projet, c'est qu'en fait que les comptes, le contrôle soit réalisé par des subrogés et finalement que les organes de protection se surveillent tous les uns les autres. C'est le but, effectivement, de nommer des subrogés tuteurs, curateurs, pour que les contrôles soient effectués de façon beaucoup plus effective. C'est vrai que ça devrait marcher dans la majorité des cas, cette idée qu'au moment où on met en place une mesure de tutelle, raisonnons sur la tutelle, on nomme un tuteur et puis on nomme un subrogé tuteur dont le rôle c'est de contrôler le tuteur. C'est une bonne idée.
C'est une bonne idée. Cela dit, il faut la prendre quand même aussi de manière toute relative, parce qu'il faut que vous ayez un subrogé tuteur qui soit efficace, qui s'y connaisse évidemment en matière de contrôle des comptes. On sait que ce ne sera évidemment pas le cas pour les gens qui ont un patrimoine important. Vous prenez, comment elle s'appelait, notre richissime Liliane Bettencourt. Liliane Bettencourt, la plus grande fortune de France. Il ne fallait pas trop compter sur un subrogé tuteur pour aller contrôler, les comptes. Bon, donc il y a quand même cette modération-là. Et puis, moi j'ai quand même en tête aussi cette décision qui a été rendue en matière de mandat de protection future. On avait mis en place un mandat de protection future. La personne qui était chargée de la tutelle, c'était une avocate. Et le mandat avait été fait par acte notarié, et celui qui devait contrôler, c'était le notaire. A priori, tout va bien, c'est formidable, à part que le notaire, c'était le mari de l'avocate. Voilà, on n'évitera pas quelquefois des collisions, vous voyez, on aura des collisions. Mais bon, c'est déjà formidable si on arrive à ce principe. Même pour les petites fortunes, pour les toutes petites fortunes, pour les gens qui n'ont que l'allocation adulte handicapé, un mini-contrôle, c'est quand même absolument indispensable, parce qu'on sait aussi que des gens sont complètement dépouillés de leur petite allocation. Dès qu'elle est touchée, il y a des risques, dès qu'ils ont leur argent de vie, dès qu'on le tuteur ou le curateur leur a donné les petites sommes mensuelles pour acheter leurs cigarettes et leurs bouteilles d'alcool éventuellement, on sait que ces personnes-là sont dépouillées. Donc, instaurer un contrôle de manière régulière, c'est effectivement la seule façon d'intervenir. Avec, si je peux me permettre d'ajouter, je pense une limite aussi où on sait que la grosse difficulté, c'est, je pense qu'on peut multiplier les contrôles et voilà, c'est de très bonnes politiques législatives, mais avec une réelle difficulté de déceler les abus. Et parfois, on voit effectivement, pendant des années et des années, il y a eu des abus et ils sont pas si faciles à déceler. Non, c'est très difficile à déceler. L'un de nos collègues qui travaille de façon régulière avec des associations tutélaires nous racontait comment, dans une maison de retraite, le tuteur professionnel venait régulièrement, prétendument déposer dans les mains de chaque personne leur argent de vie. En fait, elles n'en ont jamais vu la couleur. Et c'était l'organe de protection qui mettait dans sa poche avec en plus des rapports, notamment je crois que c'est le rapport de la Cour des comptes, où il faut vraiment aller lire, où ils expliquent que les contrôles des comptes actuellement, en fait, les comptes ne sont pas contrôlés et les services de greffe se contentent de regarder si le compte bancaire est bénéficiaire, en fait, parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de... Voilà, Et c'est quand même, il faut vraiment avoir ça en tête, les tutelles, ce sont 800 000 personnes sous mesure de protection, mais c'est énorme, 800 000. C'est une grosse partie de la population, des handicapés de naissance, c'est vrai, aussi toute une partie de personnes âgées, et de personnes âgées qui n'ont pas de famille. La moitié des mesures de tutelle sont exercées par des associations tutélaires parce que les gens n'ont pas de famille. Donc vous avez des associations tutélaires remarquables et vraiment... moi, je suis souvent très admirative du travail fait par les associations tutélaires. Bien sûr, vous avez aussi des tuteurs familiaux, mais qui sont complètement dévoués. Il y a des gens formidables. Mais bon, la vie, c'est cela, c'est qu'on a des gens formidables, mais on a aussi des crapules. Et là, c'est une occasion formidable de pouvoir abuser des plus vulnérables. Avec aussi, je pense, la difficulté quand c'est des familles, il y a des familles formidables, il y a aussi des familles démunies face aux mesures de protection et qui, je pense, ont à cœur de gérer la mesure de la façon la mieux possible, mais avec de telles difficultés que certaines familles, en fait, sont un peu en dehors des règles, mais sans le savoir, tout simplement parce qu'on ne s'improvise pas tuteur d'une personne avec un gros patrimoine, parfois une technicité qui requiert des compétences tout à fait particulières, avec voilà, la difficulté. Il y a certains quand même départements en France où les mesures de protection soit
elles sont prises en charge par la famille, soit il n'y a pas de mesure de protection parce que les services tutélaires sont débordés. Et je me demande si, par exemple, dans votre thèse, un point a été abordé, notamment par rapport au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Donc, quand on parlait des abus qui pouvaient être faits par les professionnels, nous, en fait, parce qu'en fait, on est la promotion Master 2, protection des personnes vulnérables, donc on a aussi quelques notions. Et notamment, on avait abordé qu'il n'y avait pas réellement de contrôle au sein même de cette profession, dans la mesure où les personnes qui exerçaient le contrôle n'étaient pas vraiment au fait de ce qu'était la réalité du terrain, et donc finalement ne pouvaient pas contrôler leurs activités. Et, je vais te laisser la parole juste pour dire que de toute façon, il n'y a pas eu de profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ça n'existe pas comme profession. C'est un corps de métier dans lequel on a posé les premières exigences en 2007. Donc il y a quoi? Il y a 10 ans, quoi, hein, enfin un tout petit peu plus que 10 ans. Et donc on avait des mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui n'avaient absolument aucune formation. Mais c'était inimaginable. Des gens qui n'avaient pas le bac, qui quelquefois avaient tout juste le BEPC et qui géraient parfois des fortunes. Donc si vous voulez, à partir de là, hein, tout était permis. Donc là, la profession s'est vraiment restructurée avec l'exigence d'une formation professionnelle. C'est pas encore, on n'en est pas encore à l'instauration d'un diplôme obligatoire, on en est juste au stade d'une formation professionnelle. Donc, de ce fait-là, ça vient. Mais il faudra plusieurs générations de MJPM pour que ça s'améliore. Je ne sais pas ce que tu en penses. La chose qui est la plus contestée en ce moment, s'agissant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, c'est qu'il n'est pas d'ordre. C'est qu'il n'est pas d'ordre professionnel et le problème, c'est que ce n'est pas une profession libérale et en termes des choses quand même qui sont faites sur l'éthique, la déontologie professionnelle et tant qu'il n'y aura pas d'ordre, je pense que de toute façon, ce sera une profession qui aura du mal à trouver ses règles. Puis pour plein de raisons historiques, chez les MJPM, il y a plusieurs structures. C'est-à-dire qu'il y a des très grosses associations tutélaires qui ont des centaines de personnes qu'elles font travailler, qui vont être MJPM. Et puis, vous avez ceux qui sont des individuels. C'est-à-dire qu'ils travaillent chez eux, dans leur bureau, à qui le juge a confié des mesures. Et ces personnes-là, souvent, on leur confie les patrimoines assez importants, où il y a de l'argent, alors que les associations tutélaires, le juge aura plutôt tendance à leur confier les cas sociaux, ce qui pose le plus de problèmes. Hein, les majeurs protégés qui sont alcooliques, drogués, en plus de leurs problèmes d'altération des facultés mentales, qui ne veulent pas laisser rentrer les MJPM dans leur logement, qui vivent dans des logements qu'ils rendent insalubres à toute vitesse, etc. C'est le lot commun des associations tutélaires, c'est ce qu'elles ont à gérer très régulièrement. Hein. Donc, si vous voulez, il y a en plus, il y a aussi les MJPM qui sont ce qu'on appelle des préposés d'établissement, c'est-à-dire grosso modo dans les hôpitaux. Hein. Dans les hôpitaux, il y a des personnes qui s'occupent des majeurs protégés. Donc, disons, pour faire simple, c'est qu'il y a une variété de statuts, ce qui complique en plus les choses. Hein. Ouais. Mais soyons positifs, espérons que... Oui. Depuis 2001, je suis donc salariée d'une association tutélaire sur Caen. Donc il y a 3 associations sur le Calvados, l'UDAF, la TC, la TMP. Donc par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on est, nous, environ 60 salariés. Et il y a quand même une organisation interne qui fait que y a quand même un contrôle, en Bien fait. sûr. Quand j'entendais tout ce qui se dit, je comprends bien, mais c'est vrai que nous, par rapport à la gestion du patrimoine, au déplacement d'argent, il y a plusieurs salariés de l'association qui voient passer les comptes, qui autorisent, qui ont un pouvoir en interne pour faire des déplacements, pour valider des déplacements. Ce ne sont pas les mêmes salariés
qui procèdent à ces différents virements ou déplacements. Donc ça limite quand même. Nous, on n'a pas de problème pour l'instant. Bien sûr, mais c'est très bien que vous le rappeliez dans les grosses associations. Le travail est vraiment bien fait, quoi. Après, on a un commissaire aux comptes aussi. Voilà, vous avez déjà, certaines ont instauré déjà on est déjà une grosse structure, voilà. Donc effectivement, il y a différents niveaux. Mais c'est plus facile d'avoir un contrôle dans les grosses associations que quand on a quelqu'un dans un privé. On sait que ce sont ceux-là qui sont dans le collimateur, de toute façon, en partie, pas tous. Hein. Bien sûr. Pareil, vous en avez des formidables. Vraiment, enfin, moi, je trouve que faire une recherche sur le droit des majeurs protégés, c'est ça qui est génial, c'est que ça donne l'opportunité de rencontrer des gens, mais qui sont complètement dévoués aux personnes vulnérables. Vraiment, enfin, tu as rencontré souvent des personnes et tu as apporté des témoignages très touchants. Hein. Et puis, ça, en revanche, ça va énerver davantage de voir les dysfonctionnements qui ne sont pas fréquents, mais quand ils sont là, c'est pas normal, quoi. Et là, la défaillance de la justice, elle est assez grande. Et je pense que c'est d'autant plus difficile, c'est que Mme Batter disait tout à l'heure qu'il y a 800 000 mesures, mais il y a quoi, 80 juges des tutelles. Donc, voilà, c'est là où le bas blesse, de toute façon. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, mais tant que les juridictions seront engorgées, la matière restera quand même voilà, avec des vraies questions en suspens sur la façon dont les mesures sont exercées. Oui, et là, l'évolution de la justice en France sur les majeurs protégés fait très peur. Elle fait très peur, puisque le mouvement général, c'est de déjudiciariser. C'est-à-dire faire en sorte que le juge n'intervienne le moins possible. On dit, oh, il faut recentrer son activité sur ce qui pose vraiment problème. Trancher des litiges. En réalité, on lui enlève des dossiers sur lesquels on estime qu'il passe trop de temps. Donc, il ne faut pas qu'il intervienne. Un exemple, mais très simple, désormais, les majeurs protégés peuvent se marier librement. Il y a plus besoin d'autorisation de quiconque, que ce soit l'organe de protection ou que ce soit le juge des tutelles. Quand on sait que ce sont des gens qui ont une altération des facultés mentales, on sait très bien que les exigences d'autorisation qu'il y avait avant étaient tout à fait justifiées, et aussi bien la Cour européenne des droits de l'homme que le Conseil constitutionnel avait dit que c'était très bien ce qui avait été mis en France par notre législation. Ah ben non, là, on a déjudiciarisé. Et c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux de déjudiciariser d'office. Quelle que soit la mesure de protection, il n'y a plus besoin d'autorisation. Essayez de réfléchir à ce que ça veut dire sur les pauvres gens qui peuvent être amenés à subir un mariage simulé, quelqu'un qui voudrait avoir une carte de séjour, qui trouve que c'est très intéressant d'épouser un majeur protégé. Mais moi, j'ai eu le cas au printemps, là. Oui. Donc, j'ai fait opposition au mariage. Voilà. Alors, on met maintenant, on dit, maintenant, il y aura une possibilité d'opposition. Mais vous voyez, l'évolution générale n'est pas bonne. Non, c'est inquiétant. Je pense qu'il y a un manque de lucidité sur la population des majeurs protégés, finalement, et que les lois sont de plus en plus étonnantes, en tout cas en ce qui concerne le droit de majeurs protégés. Alors, en plus, il y a cette possibilité, plus d'autorisation à mariage, et par contre, il y a eu un article du Code civil qui permet, peut-être vous l'avez fait, à l'organe de protection de conclure un contrat de mariage pour protéger les intérêts patrimoniaux du majeur protégé. Alors ce contrat de mariage pourra être fait sans que le majeur protégé soit au courant. Voilà, pareil, ça questionne sur les enjeux d'une telle réforme. Pas satisfaisant. Et vous savez, dans les familles, il y a aussi des gros problèmes. Enfin, nous sur le terrain, on gère effectivement des conflits aussi parfois familiaux et des intérêts divergents. Et c'est d'ailleurs dans de nombreux cas pour cette raison-là que nous, on récupère la mesure de protection. Oui, les cas où on écarte la famille parce que vraiment... Des frères et sœurs qui ne s'entendent pas. Enfin, moi, j'ai vu des choses terribles. Tout à fait. Avec la déjudiciarisation actuelle, au niveau de la gestion patrimoniale, on sait que les actes les plus graves sont quand même
les actes à titre gratuit, la vente des biens immobiliers. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la protection des intérêts du majeur par le notaire? Ah, par les notaires. C'est-à-dire que les notaires, en ce moment, c'est un peu ceux sur qui on espère, enfin, ceux dont on espère qu'ils vont être le relais, finalement, d'une justice défaillante. Hein. C'est-à-dire qu'on compte sur eux pour faire plein de choses. Et on leur demande de faire un certain nombre d'actes, généralement les payant mal. Hein. Et ce souhait que l'on a que le notaire intervienne le plus possible dans la gestion des biens des majeurs protégés est quand même relativement illusoire. Le notaire dresse des actes authentiques, c'est son rôle. C'est pas à lui de surveiller ce qui se passe dans les familles. Donc que peut-il faire? Intervenir pour surveiller l'existence d'un consentement? Éventuellement, il peut refuser d'instrumenter en disant « je ne vais pas intervenir là. Il est évident que monsieur qui donne son consentement pour vendre son logement, il est incapable de donner son consentement. » Par exemple, hein, si c'est une curatelle. Hein. On le fait intervenir dans le contrôle des comptes, dans le mandat de protection future, etc. Moi, personnellement, je suis très perplexe. J'ai vu par exemple des propositions qui feraient du notaire une personne qui pourrait intervenir dans le domaine de la santé des majeurs protégés. Non, c'est pas raisonnable. Les notaires ne sont pas là pour régler les problèmes aussi de santé. C'est déjà assez suffisant par rapport à ce que vous observez. Et juste pour conclure, puis je voudrais laisser la parole bien sûr à Mathilde, le temps n'est plus où l'on protégeait les familles. C'est-à-dire qu'avant, le rôle du notaire, c'était véritablement de veiller au respect du patrimoine qui devait être transmis aux enfants, qui devait rester le plus possible dans les familles. Maintenant, ce n'est plus cela du tout, puisque les mesures de protection ne peuvent pas bénéficier aux gens qui dilapident leurs biens. Hein. Donc, à partir de là, il n'y a plus de protection, de réelle protection des familles. Et donc, à partir du moment où on est rentré dans cette optique où il ne s'agit plus de protéger les familles, il paraît excessif d'attendre du notaire qu'il soit celui qui sauve toutes les situations. Enfin, à mon sens. Hein. J'ai plus confiance dans une professionnalisation des MJPM. Et ça, c'est personnel. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, juste un point peut-être à signaler, c'est que par exemple, quand le mandat de protection future a été créé, on a pensé que finalement les notaires feraient le relais et se saisiraient de cette mesure de protection qui concernait des majeurs protégés. Et en fait, on sait que ça n'intéresse pas du tout les notaires. Ça ne les intéresse pas du tout. Donc, voilà, pareil sur le contrat de mariage, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un notaire qui accepte d'instrumenter un contrat de mariage avec un majeur protégé qui peut-être ne sera même pas au courant. Je ne suis pas convaincue non plus que ça intéresse les notaires. Après, peut-être qu'il est trop tôt pour répondre, mais bon, Et justement, pour rebondir sur ce mandat de protection future que je méconnaissais totalement, si ça n'est pas auprès d'un notaire qu'on effectue et qu'on contracte, auprès de qui aujourd'hui? Alors en fait, il y a un document, c'est ça que je n'ai pas peut-être assez expliqué. Le mandat de protection future, soit il est notarié, soit il est donc sous signature privée. Alors, la grosse différence, en fait, c'est que le mandat de protection future sous signature privée, en fait, c'est un document CERFA que vous pouvez retrouver sur Internet. En fait, la faiblesse de ce mandat de protection future sous seing privé, c'est qu'en fait, le mandataire de protection future ne pourra faire que des actes d'administration, et donc des actes peu importants. Gestion courante, mais il ne pourra jamais vendre un immeuble, par exemple. Et donc, en doctrine, quand même, on se pose un peu l'intérêt de cette mesure de protection ou avec un organe de protection qui ne pourrait que faire des actes pas importants. Et puis, ce n'est pas notre tradition en France d'anticiper, du tout. Alors qu'au Canada, c'est une culture. Ils ont la culture de l'anticipation, puisque nous, tous les
les personnes qui sont venues du Canada pour nous parler du mandat qu'ils mettent en place nous disent tous, oui, tout le monde a fait son mandat, comment il l'appelle là-bas déjà, le mandat d'inaptitude. Le mandat d'inaptitude. Je dis, oui, on a tous fait notre mandat d'inaptitude, c'est normal de le faire. Chez nous, c'est pas normal du tout, quoi. D'essayer déjà d'anticiper le moment où on va aller mal. C'est un peu compliqué. En plus, il est arrivé en France en traversant l'Atlantique. Il semblerait qu'il ait perdu un certain nombre de ses attraits. Au Québec, le mandant est incapable. Mais là, il ne peut plus faire d'actes un peu comme en tutelle. Donc déjà, en France, ce n'est pas le cas. Le mandant peut continuer à faire à peu près tout ce qu'il veut. C'est une des premières lacunes. Et chez eux, il est publié. Donc les tiers ont connaissance. Alors que chez nous, c'est vrai qu'on peut se présenter devant un notaire alors qu'un mandat de protection future a été signé et que le notaire n'a absolument aucune connaissance de cette mesure. Donc c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il ne fonctionne pas. En plus, effectivement, vous avez raison. Et puis on a des réformes législatives qui n'interviennent pas. Oui. On devait faire un registre national sur lequel il y aurait tout marqué. Ça pose des problèmes, et bien sûr, au niveau de la CNIL, etc., pour arriver à faire un outil qui soit respectueux de la législation. Mais tout de même, on attend depuis des années, des années. Ça fait 5 ans. Oui, on devait aussi faire un texte pour tout ce qui concerne la santé des majeurs protégés, pour que ce soit, en quelque sorte, qu'on ait des textes bien écrits, parce que pour le moment, tout et n'importe quoi en matière de santé. C'est divisé dans des codes et que les codes ne disent pas les mêmes choses. Donc, pour les médecins, c'est quand même spécialement complexe. On devait faire les textes, on les attend toujours. Donc, la façon dont en France on aborde les choses ne sont pas toujours très cohérentes. Il faut être très patient en France. Et ce mandat de protection future, je suis désolée parce que je m'ouvre au sujet, est-ce que ça ne pourrait pas être une porte dans le cadre d'une fin de vie, quelqu'un qui projetterait justement de ne plus être en capacité de gérer son patrimoine, de déléguer cette fonction à un mandataire? Est-ce que ça ne pourrait pas être justement quelque chose que le droit français, vers lequel le droit français s'ouvrirait? Alors on a d'autres instruments sur lesquels je vais laisser Mme Batter répondre, parce qu'elle est beaucoup plus performante que moi sur le sujet. Sur les directives il y a toutes les directives anticipées en matière de santé. Et moi, j'ai lu des propositions de professionnels de la santé disant les directives anticipées, on pourrait imaginer que ce soit le notaire qui les rédige. Non, le notaire ne doit pas intervenir en matière de santé. Donc, si vous voulez, on a deux choses. On a ce qui concerne les souhaits personnels que l'on peut avoir sur la manière dont on imagine, mais une fin de vie, donc quand même, on peut l'espérer qu'il ne durera pas trop longtemps. Bon, ça relève de rapports médicaux. Et puis, on a ce qui relève du patrimoine, où là, malheureusement, avec la maladie d'Alzheimer, on sait que la situation peut durer des années. Et c'est là où le mandat de protection future est spécialement intéressant. Mais à condition, là, de l'avoir fait devant le notaire. Mais de bien dissocier avec les questions sur la santé. Et aussi de l'avoir bien anticipé, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu quand même une grosse difficulté que je pense le législateur n'avait pas forcément anticipé avec le mandat de protection future, c'est qu'en fait quand il a été... Le mandat de protection future, c'est vraiment une alternative mûrement mûrie, réfléchie, on anticipe, on est sain d'esprit, on se dit voilà, dans 10 ans, s'il m'arrive, voilà, j'ai un accident de voiture et que je suis absolument plus capable de me défendre mes intérêts, voilà, je veux que ce soit mon voisin qui... Voilà. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, que c'était des décisions peut-être de 2013, où en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait par exemple une sauvegarde de justice qui était mise en œuvre par le juge. Le fils, par exemple, très inquiet de se dire « Oh là là, mais pourquoi une sauvegarde de justice ?» Donc en attendant une mesure un peu plus contraignante, je crois que c'était une curatelle en l'espèce, eh bien, la sauvegarde de justice était à peine mise en place que le fils emmenait le père chez le notaire, signait un mandat de protection future. Et en fait, il y a un principe en droit des majeurs protégés, c'est des grands principes. Et normalement, si un mandat de protection future a été signé, il doit l'emporter. C'est le mandat de protection future. Et on ne peut pas mettre en œuvre de mesures de tutelle, par exemple. Et en fait, ça a été ce qu'on appelait des mandats défensifs. Ça a été un peu détourné de sa
première vocation, c'était voilà, normalement c'est réfléchi, c'est anticipé, et en fait il y a certains mandats de protection future qui ont été signés dans la plus grande précipitation pour juste éviter que le juge des tutelles vienne mettre son nez dans les affaires familiales et patrimoniales dont les enfants trouvaient très bien se charger. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, on va clore cette première thèse en poche de l'année 2020 à la bibliothèque Pierre Sineux. Je vous remercie encore, Madame Boruel et Madame Bator, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Encore. Merci. Merci Annick d'être venue.